30 ans. Une existence entière vécue dans l'ombre du trône, suspendue à l'attente d'un unique mot. Oui. L'histoire de la princesse Lilian de Suède et du prince Bertil est passée à la postérité comme l'une des plus romantiques du XXe siècle. Les journaux de l'époque ont vanté leur dévotion, ce conte de fées devenu réalité. Mais et si, derrière la couverture glacée de cette romance, se cachait un dilemme à glacer le sang? Et si leur amour n'avait pas été seulement interdit, mais avait représenté une menace directe pour l'existence même d'une monarchie entière? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les coulisses de ce drame trentenaire et tenter de comprendre quel fut le véritable prix à payer pour un amour capable de réécrire les lois d'un royaume. Pour saisir l'ampleur de cette histoire, nous devons nous transporter dans un monde qui semblait n'avoir aucun lien avec les palais de Stockholm. Commençons par le pays de Galles, en 1915. Dans la ville industrielle de Swansea, imprégnée de l'odeur du charbon et de la mer, naît une petite fille, Lilian May Davies. Son père, ancien mineur, était devenu propriétaire d'un étal de marché, tandis que sa mère travaillait comme vendeuse. C'était un monde de labeur acharné, de vie modeste et d'espoir simple. Un monde où les titres et les couronnes appartenaient aux gros titres des journaux, et non à la réalité quotidienne. Mais une ambition trop ardente pour les jours gris du pays de Galles habitait la jeune Lilian. À 16 ans, elle franchit le pas et s'installe à Londres. La capitale de l'Empire britannique dans les années 30 était un creuset d'ambition, d'éclat aveuglant et de concurrence féroce. Lilian ne se perd pas dans ce tourbillon. Sa beauté raffinée et son sens inné du style lui ouvrent les portes du monde de la haute couture. Elle devient une mannequin très demandée, son visage ornant les pages de magazines aussi prestigieux que Vogue. Elle réussit par elle-même, ne comptant que sur son caractère et son talent. Son existence semblait suivre un scénario tout à fait prévisible. En 1940, elle épouse l'acteur Evan Craig. C'était l'union de deux artistes, belle et évidente. Cependant, leur vie commune est presque immédiatement interrompue par l'histoire. La Seconde Guerre mondiale éclate, et le mari de Lilian, comme des millions d'autres Britanniques, part au front. Leurs chemins se séparent, la laissant seule dans un Londres en proie à l'angoisse. Lilian n'attend pas que les choses se passent. Habituée aux séances photo-glamour, elle va travailler dans une usine militaire où l'on assemble des radios pour la Royal Navy. Après ses quarts, elle aide dans un hôpital pour soldats blessés. Pendant ces années, de belle mannequin, elle se transforme en une femme forte et indépendante, aguerrie par les épreuves de la guerre. Elle ne sait pas encore que c'est précisément cette expérience, cette résilience et cette force intérieure qui la préparent à la rencontre la plus importante de son existence. Londres, 1943. La ville vit sous le vrombissement des sirènes d'alerte aérienne, en mode de blackout, mais ne cède pas. C'est dans cette atmosphère, où chaque jour pouvait être le dernier, où les gens s'accrochaient désespérément aux instants de joie, que devait avoir lieu la rencontre qui allait défier les traditions séculaires de l'une des plus anciennes monarchies d'Europe. Sur la scène préparée par l'histoire elle-même, le second personnage principal était sur le point d'apparaître, un charmant prince venu de la lointaine et neutre Suède. La boîte à bijoux de la princesse Lilian n'était pas un trésor d'État rempli de reliques séculaires. C'était une histoire personnelle, racontée en diamants et en platine. Chaque parure de sa collection ne criait pas la puissance d'une dynastie, mais murmurait l'amour d'un homme en particulier. Ce n'était pas l'arsenal d'une monarque, mais le journal intime d'une femme qui avait obtenu son bonheur non par droit de naissance, mais à la suite d'un long et loyal combat pour l'obtenir. Le couronnement de cette collection unique, son symbole le plus reconnaissable, fut le diadème laurier de Boucheron. Et c'est là que réside le premier paradoxe étonnant. Bien que Lilian ne fût pas princesse de sang, cette parure portait la bénédiction de l'une des princesses héritières les plus aimées de Suède, Margrethe de Connaught. C'est elle, la grand-mère du prince Bertil,
qui avait commandé ce diadème à Paris en 1905. La parure, créée pour la petite fille de la reine Victoria, attendit des décennies son heure pour orner la tête de la femme qui allait changer les règles de la cour suédoise. Imaginez non pas une couronne lourde, mais une sculpture légère, presque vivante, de platine et de diamants. Le diadème est réalisé sous la forme de deux élégantes branches de laurier qui se rejoignent au centre. Les joailliers de Boucheron ne se sont pas contentés de le parsemer de pierres, ils les ont fait vivre. Chaque diamant, serti selon une technique particulière, frémit à peine au moindre mouvement, créant l'illusion d'une rosée matinale scintillante sur les feuilles. On peut presque sentir physiquement son contact frais sur la peau, son étonnante légèreté, qui contraste tellement avec le poids de l'histoire qui la sous-tend. C'est l'incarnation pure du style Belle Époque, avec son culte de la nature et ses lignes fluides et organiques. Le laurier, depuis l'Antiquité, symbolise le triomphe, la victoire et la gloire éternelle. Et quel symbole aurait pu mieux convenir à Lillian? Son existence fut un triomphe silencieux mais incontestable de l'amour sur le protocole. De plus, le diadème était transformable. On pouvait également le porter en collier. Cette polyvalence, cette flexibilité moderne, reflétait parfaitement le caractère de Lillian elle-même. Une femme capable, avec la même élégance, de travailler à l'usine et de briller lors d'une réception royale. La maison de joaillerie Boucheron, au début du XXe siècle, était au sommet de son art. Pour créer ce chef-d'œuvre, des diamants de taille ancienne furent sélectionnés, qui possèdent un éclat particulier, doux et profond, à l'opposé du feu froid et vif des pierres modernes. Chaque nervure sur les feuilles de platine, chaque petite baie couronnée d'un diamant, fut travaillée à la main. Ce n'est pas qu'une simple parure, c'est une œuvre d'art où la perfection technique sert à transmettre la fragile beauté de la nature. Mais le diadème n'était que la lettre capitale de son récit joaillier. Ces célèbres rivières de diamants, ces colliers de perles impeccables, ces élégantes broches, presque tous étaient des présents de Berthil. Ce n'étaient pas des insignes d'État transmis par héritage, mais des marques d'attention, des jalons de leur histoire commune. Chacun d'eux célébrait un anniversaire discret, un Noël passé ensemble ou simplement un jour où il avait voulu faire plaisir à sa bien-aimée. Sa boîte à bijoux était la carte de leur odyssée de 30 ans. Ainsi, l'anatomie des trésors de la princesse Lillian est unique. Sa base n'est pas faite de carats ou de provenance historique, mais de sentiments, patience, dévotion et un amour infini. Chaque parure n'était pas un symbole de statut qu'elle aurait obtenu à la fin du chemin, mais plutôt une borne kilométrique sur cette longue route. C'était une collection assemblée par le cœur et non par le service protocolaire de la cour. Le 7 décembre 1976. Ce jour ne fut pas marqué au calendrier comme une fête nationale, et il n'y eut pas de parade fastueuse dans les rues de Stockholm. Le triomphe, attendu pendant 33 ans, se déroula dans le cadre calme, presque intime, de la chapelle du palais de Drottningholm. Ici, devant le nouveau roi et la nouvelle reine, la femme connue du monde entier sous le nom de Lillian Craig se préparait enfin à devenir celle qu'elle était au fond de son cœur toute sa vie d'adulte, l'épouse du prince Berthil. Ce ne fut pas le début d'une jeune princesse, mais le couronnement d'une vie entière, vécue dans l'amour et l'attente. Au centre de l'attention, la mariée avait 61 ans. Elle ne portait pas de robe blanche volumineuse. Au lieu de cela, Lillian avait opté pour une élégante tenue bleu tendre de sa créatrice favorite, Elisabeth Wandrack, complétée par un bibi à plumes. Son allure était l'incarnation de la dignité et de la sagesse contenue. Son sourire ne trahissait aucune timidité juvénile, mais une sérénité profonde et acquise, celle d'une femme qui avait attendu son bonheur. Elle n'entrait pas dans la famille royale. Elle prenait officiellement la place qui lui revenait de droit depuis des décennies. Sur ses cheveux grisonnants brillait le diadème laurier de Boucheron. Ce jour-là,
la parure, créée pour une princesse héritière, trouva son véritable sens. Ce n'était pas un simple accessoire, c'était le laurier d'une victorieuse. Chaque diamant scintillant sur les feuilles de laurier semblait parler des années de patience, de la fidélité, de la volonté inébranlable de deux êtres. Le diadème n'était pas un signe de pouvoir, mais un symbole du triomphe d'un amour long et dévoué, capable de survivre au roi, aux lois et à l'époque elle-même. Il devint l'accord final de son image, la preuve matérielle que le conte de fées était devenu réalité. La réaction des contemporains fut retentissante, non pas en raison de la pompe, mais de l'incroyable humanité de cet événement. Les journaux du monde entier titrèrent sur « L'amour qui a attendu 30 ans ». Le public ne vit pas une mésalliance ou une rupture de protocole. Il vit deux personnes dont la dévotion l'une envers l'autre inspirait non pas la condamnation, mais un respect et une admiration sans bornes. Les Suédois, qui connaissaient depuis longtemps ce secret de Polichinelle, poussèrent un soupir de soulagement et de joie. Leur prince bien-aimé était enfin officiellement heureux. Mais c'est au sein même de la monarchie que cet événement eut le plus grand retentissement. Pour la Suède, ce fut bien plus qu'un simple mariage royal. Il s'agissait d'un véritable séisme, d'un symbole de la libéralisation et de l'humanisation d'une institution millénaire. Le jeune roi Carl XVI Gustaf, neveu de Bertil, qui venait lui-même d'épouser une roturière, Sylvia Sommerlath, ne se contenta pas de bénir son oncle par ce geste. Il inaugura une ère nouvelle pour la monarchie, une époque où le bonheur personnel d'un membre de la famille royale ne serait plus sacrifié sur l'autel des lois dynastiques. Le mariage de Lilian et Bertil fut la première et la plus éclatante déclaration de ce nouveau cap. Les festivités nuptiales s'étaient achevées, mais pour la princesse Lilian, la véritable vie sous les feux de la rampe ne faisait que commencer. Elle fit son entrée dans la famille royale, non pas comme une jeune débutante inexpérimentée, mais comme une femme mature et sage, dont le charme et la chaleur conquirent instantanément le peuple suédois. Elle ne fut pas perçue comme une étrangère. On l'aima comme un membre tant attendu et pleinement mérité de la famille, la surnommant affectueusement « Tante Liliane ». Son âge d'or commençait, une période où elle put enfin rayonner ouvertement aux côtés de son époux, et ses parures devinrent une part indissociable de cet éclat. La tiare laurier de Boucheron occupa sans conteste une place centrale dans cette nouvelle image publique. Elle devint sa carte de visite, sa couronne. Année après année, lors de l'événement le plus prestigieux et solennel du royaume de Suède, la cérémonie de remise des prix Nobel, c'est précisément cette tiare qui ornait la tête de la princesse Liliane. Sur fond de smokings rigoureux et de robes de soirée, son élégante silhouette, rehaussée par le scintillement des feuilles de laurier de diamant, devint un attribut aussi incontournable de la soirée que la présence du monarque lui-même. Elle la portait avec une dignité unique, sans l'ombre d'une arrogance, comme si ce n'était pas un trésor, mais le prolongement naturel d'elle-même. Pour Lilian, cette tiare était bien plus qu'un simple ornement. C'était son talisman personnel, le symbole de son long combat et de sa victoire finale. Chaque fois qu'elle la revêtait, elle ne se contentait pas de suivre le protocole. Elle narrait en silence sa propre histoire. Ce diadème laurier, qui avait autrefois appartenu à la grand-mère de son époux, acquit sur elle un sens nouveau, saisissant. Il devint la couronne non du pouvoir, mais de la fidélité. Il ne symbolisait pas le droit de naissance, mais le droit à l'amour, arraché au destin. Le porter était pour elle un acte d'affirmation de son bonheur. Bien entendu, sa collection ne se limitait pas à un seul diadème. Le prince Bertil, tout au long de leur vie commune, ne cessa de combler sa bien-aimée. De délicats colliers de perles qui soulignaient parfaitement son goût impeccable. D'élégantes broches serties de diamants qu'elle savait porter avec un chic particulier, les épinglant tantôt sur le revers d'une veste, tantôt sur une robe de soirée.
Chacune de ces parures n'était pas simplement un élément de sa garde-robe joaillière, mais un souvenir tangible, un présent offert avec amour et tendresse. Son passé de mannequin se faisait sentir. Contrairement à de nombreuses princesses de naissance, Liliane possédait un sens inné du style et une compréhension profonde de la manière dont les vêtements et les accessoires créent une allure. Elle ne laissait pas les bijoux la porter. C'est elle qui leur dictait leur rôle. Elle pouvait apparaître lors d'une réception officielle parée de diamants somptueux, et le lendemain charmer tout le monde avec une broche discrète, mais parfaitement choisie. Son style était un modèle d'élégance, moderne, mais toujours approprié, jamais ostentatoire, mais toujours mémorable. Ainsi, l'âge d'or de la princesse Liliane fut aussi celui de ses parures. Elles cessèrent d'être de simples objets précieux confinés dans un coffre-fort. Elles firent leur entrée sur la scène internationale aux côtés de leurs propriétaires. Elles devinrent les emblèmes non seulement de son bonheur personnel, mais aussi d'une monarchie suédoise nouvelle, plus humaine et plus ouverte. Dans l'éclat de ces diamants, le monde ne discerna pas la froide majesté d'une couronne, mais la lumière chaleureuse de l'une des plus belles idylles du XXe siècle. Mais il serait naïf de croire que ces 30 années d'attente se déroulèrent comme une idylle sans nuages, digne des pages d'un roman à l'eau de rose. Derrière la façade brillante de cette romance se cachait un scandale discret, mais non moins dramatique, qui tint en haleine toute la cour de Suède pendant des décennies. Et l'ombre de ce scandale ne résidait pas dans de sombres intrigues, mais dans un unique mais insoluble problème. Soyons honnêtes, leur histoire débuta par la transgression de toutes les règles, imaginables et inimaginables. En 1943, lorsque le prince Bertil rencontra Liliane Davis, elle était déjà une femme mariée. Son époux, l'acteur Ivan Craig, combattait alors pour l'Empire britannique sur les fronts de la Seconde Guerre mondiale. Selon les mœurs de l'époque, une idylle entre un prince héritier et une roturière mariée n'était pas simplement compromettante, elle était impensable. Et bien qu'après la guerre, Liliane et son mari divorcèrent d'un commun accord, ce fait initial demeura à jamais gravé dans leur biographie, jetant les bases de futurs obstacles. Cependant, le véritable drame ne se joua pas dans les alcôves, mais dans les salles de délibération du Conseil royal. En 1947, une tragédie frappa. Le frère aîné de Bertil, le prince Gustave Adolphe, périt dans un accident d'avion. Son fils, le futur roi Charles XVI Gustave, n'était alors qu'un nourrisson. Les autres oncles du jeune héritier avaient déjà perdu leur droit au trône en raison de mariages morganatiques. En un clin d'œil, le prince Bertil devint le seul homme adulte dans la ligne directe de succession. Un véritable dilemme shakespearien s'offrit à lui. Épouser la femme qu'il aimait et, selon les lois draconiennes de l'époque, renoncer à ses droits au trône, abandonnant ainsi la dynastie à son sort, ou sacrifier son bonheur personnel au devoir envers la couronne. Ainsi commença leur période de « secret de Polichinelle » qui dura 30 années. Leur romance était le secret le mieux gardé, ou plutôt le moins bien gardé, de Suède. Tous savaient que le prince résidait avec Madame Craig dans leur foyer, la villa Solbakken. On les voyait ensemble lors d'événements informels, ils recevaient des invités. Mais pour le protocole officiel, Liliane n'existait pas. Elle ne pouvait pas accompagner Bertil lors des réceptions d'État, ni s'asseoir à ses côtés lors des célébrations royales. Ce fut une vie en suspens, une existence dans une cage dorée où l'amour était une réalité palpable et le statut un simple fantôme. Et il est crucial ici de distinguer les faits avérés des mythes séduisants mais non prouvés. Dans l'histoire de Liliane et Bertil, vous ne trouverez nulle trace de rumeurs d'infidélité, de malversation financière ou de complot de cour. Leur histoire est étonnamment pure à cet égard. L'ombre qui les hantait n'était pas la trahison ou la félonie, mais la responsabilité colossale qui pesait sur les épaules de Bertil. Chaque jour,
Pendant 30 années, ils vécurent avec la conscience que leur union, leur bonheur personnel, pouvait potentiellement provoquer une crise constitutionnelle et menacer l'existence même de la monarchie. Ce ne fut pas un scandale passionnel, mais un drame du devoir. Le 5 janvier 1997, l'âge d'or ne s'acheva pas lors d'une vente aux enchères retentissante, ni à la suite d'un vol audacieux. Il prit fin en silence, entre les murs de leur chère demeure, la villa Solbakken. Le prince Bertil s'éteignit dans les bras de sa Liliane. 20 années de mariage officiel et plus d'un demi-siècle d'amour touchaient à leur terme. Pour la Suède, ce fut un jour de deuil national, pleurant l'un des membres les plus respectés de la famille royale. Mais pour Lilian, c'était la fin de tout un univers. L'homme pour qui elle avait attendu 30 années s'en était allé à jamais. À cet instant, sa collection de joyaux subit une transformation profonde, imperceptible à l'œil nu. De symboles d'un amour vibrant et véritable, elles se muèrent en reliques, en fragments tangibles d'un passé grandiose. La tiare de laurier, les colliers de diamants, les boucles d'oreilles de perles, tout ce qui fut jadis un présent d'un époux aimant devint désormais un mémorial à sa mémoire. L'atmosphère émotionnelle qui enveloppait ces trésors passa de la joie de la possession à la mélancolie des souvenirs. Leur vie dans l'ombre débuta, dans l'ombre d'une immense perte. La princesse Liliane ne dissimula pas ses joyaux dans un coffre-fort. Au contraire, elle continua de les porter lors des événements officiels, remplissant son devoir royal avec une dignité accrue. Mais désormais, leur éclat avait acquis une autre nuance. Chaque apparition ornée de la tiare de laurier n'était plus une simple démonstration de statut, mais un acte de mémoire, un hommage silencieux à son époux disparu. En les portant, elle semblait de nouveau sentir sa présence à ses côtés. Pour le monde entier, chacune de ces apparitions était un doux amer rappel de leur incroyable histoire. Les bijoux devinrent son armure, sa manière de porter seule l'étendard de leur amour. L'époque où ils rayonnaient ensemble lors des réceptions était irrémédiablement révolue. Désormais, la princesse Liliane, gardienne de leur histoire commune, entamait le dernier chapitre de sa vie, où chaque diamant ne reflétait plus la lumière des projecteurs, mais celle d'un amour inoubliable, qui ne vivait plus que dans son cœur. En 2013, avec le décès de la princesse Liliane à l'âge de 97 ans, le rideau sembla définitivement tomber sur sa collection de bijoux. Le monde retint son souffle, attendant de savoir quel serait le destin de ces trésors, imprégnés d'une histoire si singulière. Seront-ils vendus lors d'une retentissante vente aux enchères, dispersés dans des collections privées, disparaissant à jamais de la sphère publique? Mais ce qui advint ensuite fut le plus bel et le plus émouvant épilogue de leur idylle. Une enchère silencieuse eut lieu, où l'unique monnaie fut l'amour et la continuité. Le retour triomphal eut lieu, et la scène choisie était parfaite. La cérémonie de remise des prix Nobel, cet événement même où la princesse Liliane avait brillé pendant des décennies. Mais cette fois, la tiare de laurier ornait la tête non pas d'une princesse aux cheveux d'argent, mais de la jeune et ravissante princesse héritière Victoria, future reine de Suède. Lorsque l'héritière du trône fit son entrée dans la salle, un soupir de reconnaissance et d'admiration traversa le monde entier. Ce n'était pas une simple citation de style, c'était un geste dynastique et émotionnel puissant. La tiare était de retour chez elle. C'est précisément à ce moment que se produisit sa seconde naissance, sa nouvelle interprétation. Sur Liliane, la tiare était le couronnement de sa victoire personnelle, durement acquise, le symbole d'un amour qui avait surmonté toutes les épreuves. C'était une histoire du passé. Sur Victoria, ce même bijou devint un symbole de l'avenir. Il se transforma en un pont entre les générations, en un signe de respect pour le passé et en un gage de stabilité de la monarchie. D'une relique personnelle,
la tiare se mua en un patrimoine national, en un fil vivant reliant la bien-aimée tante Liliane à la future reine. Cette élévation à un niveau supérieur propulsa instantanément la valeur du bijou à des sommets inouïs. Il n'était plus question du coût du platine et des diamants. Sa provenance historique était devenue irréprochable. Créée pour la petite fille de la reine Victoria, glorifiée par la grande histoire d'amour de Lilian et Bertil, et désormais transmise en héritage à la future reine de Suède. Ce bijou devint inestimable, se transformant d'une parure en un artefact historique, dont le destin est indissociablement lié à celui de la couronne de Suède. Et cela ne concernait pas uniquement la tiare. Au cours des années suivantes, d'autres joyaux de l'écrin de Lilian commencèrent leur nouvelle vie. D'élégantes broches et colliers purent être aperçus sur la princesse Sophia et la princesse Madeleine. Chaque apparition suscitait une vague de reconnaissance chaleureuse. La collection ne fut pas enfermée dans un coffre-fort. Elle fut amoureusement intégrée au trésor de la nouvelle génération de la famille royale, continuant de vivre et de raconter son histoire. Ainsi, le retour sur scène des trésors de la princesse Lilian s'avéra non commercial, mais profondément symbolique. Ce ne fut pas une résurrection des cendres, mais une élégante et affectueuse transmission du flambeau. Une meilleure fin pour une histoire entièrement bâtie sur la fidélité et la continuité était impensable. Alors, où se trouve aujourd'hui ce trésor, devenu une chronique d'amour? La réponse à cette question est la dernière et la plus touchante, touche au portrait de la princesse Lilian. Dans son testament, elle ne laissa aucune place à la spéculation. Sa volonté fut le dernier acte de dévotion envers cette famille qui finalement l'avait acceptée sans réserve. Tous ses biens, y compris sa chère villa Solbacken et l'intégralité de sa collection de bijoux, furent légués à la famille royale suédoise. Les trésors ne furent pas vendus ni dispersés. Ils restèrent chez eux, passant sous la gestion du fonds familial de la dynastie Bernadotte. Ainsi, la tiare de laurier et les autres parures de Lilian acquirent leur statut définitif et le plus prestigieux. Aujourd'hui, elles sont conservées dans le trésor royal de Suède. Mais ce ne sont pas des pièces de musée figées sous vitrine. Elles constituent une partie active du fonds de bijoux, accessible aux membres aînés de la famille royale. Leur statut a changé à jamais. D'objets personnels, elles se sont transformées en artefacts historiques, en reliques dynastiques qui continuent de vivre et de servir la couronne. Tenter d'évaluer la valeur de tels objets en équivalent monétaire est une entreprise quasi dénuée de sens. Bien sûr, il y a la valeur matérielle, le platine, les diamants impeccables de taille ancienne, le travail de la légendaire maison Boucheron à l'apogée de sa gloire. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La valeur principale réside dans des facteurs immatériels. En premier lieu, il y a une provenance irréprochable, une parure commandée par la petite fille de la reine Victoria, devenue le symbole de l'une des histoires d'amour royales les plus célèbres du XXe siècle, et désormais portée par la future reine de Suède. En second lieu, il y a leur portée historique. Ces joyaux sont les témoins silencieux et les acteurs de la libéralisation de la monarchie suédoise. Ils incarnent la victoire des sentiments humains sur un protocole archaïque. C'est pourquoi toute évaluation aux enchères ne serait qu'un chiffre sur le papier. La véritable valeur de ces parures réside dans leur histoire unique qui les a rendues inestimables. Elles n'appartiennent plus à une seule personne. Elles appartiennent à l'histoire, faisant partie du patrimoine culturel de la Suède et des dynasties royales mondiales. Et nous en revenons à la question initiale. Quel prix fallut-il payer pour un amour capable de réécrire les lois du royaume? Désormais, la réponse est manifeste. Ce prix ne se mesurait pas en carats, mais en décennies. Le prix fut 33 années d'une vie vécue dans un statut de fantôme, dans une tension constante entre bonheur personnel et devoir d'État. Le prix fut le silence, la patience et une foi inébranlable en la venue de leur heure.
Et en considérant l'histoire de la princesse Liliane, nous comprenons qu'elle a payé ce prix au centuple. C'est pourquoi sa collection de bijoux se distingue parmi tous les écrins royaux du monde. Habituellement, les parures des monarques sont des symboles de pouvoir, de continuité, de l'indissolubilité d'une dynastie. Elles racontent l'histoire d'un État. Mais les parures de Lilian narrent une autre histoire, celle d'une femme, d'un être humain. Elles sont devenues l'incarnation physique non pas d'ambition et de conquête, mais des vertus humaines les plus discrètes et les plus puissantes. La fidélité, la dévotion et une patience illimitée. La tiare de laurier de Boucheron, dans ce contexte, n'est pas la couronne d'un souverain, mais la palme du vainqueur d'une guerre longue, épuisante, mais silencieuse, pour le droit d'aimer. Chaque rivière de diamants, offerte par Bertil, n'est pas un signe de statut, mais une ligne de leur journal intime, intelligible à eux seuls. Ces parures ont absorbé des décennies d'attente, de soirées paisibles à la Villa Solbakken, d'espoir et de désillusion, et finalement d'un triomphe discret et mérité. Elles sont devenues des chroniqueuses silencieuses, la preuve que parfois, la plus grande des histoires n'est pas le fracas des batailles, mais le silence de l'attente. Elles nous rappellent que derrière l'éclat froid des pierres précieuses et le travail impeccable des joailliers peut se cacher le battement ardent d'un cœur humain et la force d'un esprit capable de bouleverser des traditions séculaires. Le prince et la princesse sont partis, mais leur héritage continue de briller sur les têtes et dans les cœurs de la nouvelle génération. Et cet éclat nous révèle que les véritables chefs-d'œuvre sont immortels, non pas parce qu'ils sont façonnés dans des matériaux éternels. Ils le sont parce qu'ils deviennent les gardiens d'histoires éternelles. Car au bout du compte, les diamants les plus durs du monde ne sont que de fragiles écrins pour ce que l'humanité a de plus immortel, ces grandes histoires d'amour.